Merci d'être venu. Je suis Dominique Lauzet, qui préside ce groupe de réflexion New Ways of Working, NWO. Certains sont des fidèles de nos événements. Je vois aussi de nouvelles têtes. Bon, mais merci. Merci d'être là. On va parler. Alors, New Ways of Working, c'est pas que de la technologie, hein, c'est pas que de se dire la technologie ou de l'aménagement d'espace. Bien sûr, ça en fait partie. Le digital working, digital to employees, ça révolutionne les manières de travailler. Et puis l'organisation des espaces, évidemment, doit s'adapter à cette révolution. Mais aussi tout ce qui est dans les modèles managériaux, les modes de comportement et aussi le recrutement dont nous allons parler ce soir. Parce que c'est un ensemble de choses qui bougent, un ensemble de rapports au travail, à l'entreprise, une recherche de plus de cohérence et de sens dans la vie des personnes qui font que des modèles, voire des paradigmes qui semblaient incontournables, maintenant doivent être revisités. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Et puis je vous annonce déjà que normalement, alors tous ceux qui ont des informaticiens dans leur boîte savent que le mot normalement veut dire qu'on n'en est pas absolument certain. Donc normalement, nous devrions organiser début décembre à Dauphine en collaboration avec une association d'étudiants de Dauphine qui est représentée ici, une soirée sur l'évolution des relations sociales dans l'entreprise, avec des intervenants académiques, mais aussi politiques et des représentants des entreprises et des syndicalistes. Là aussi, pour dire, ça change aussi là-dessus. Bon, je voudrais finir mon petit bout d'intervention en remerciant Hopscotch et Egan Auger particulièrement de nous accueillir dans ce lieu qui est tout à fait emblématique des évolutions des aménagements. Et puis Hopscotch, dont on dira deux mots, est très engagé sur l'événementiel et l'organisation d'événements inspirants dans les entreprises. Donc merci infiniment de nous accueillir ici, de nous permettre de voir ce lieu et puis d'être plutôt bien installés et confortablement. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis je cède la parole à Egan, si c'est bien ça. Ah, alors, pardon, c'est un duo, je ne savais pas. Pardon. Merci. Je vais essayer de ne pas vous tourner le dos, donc on va se décaler un petit peu, ça sera plus sympa. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre-Franck Mollet, je suis un des associés fondateurs du groupe Hopscotch, qui est un groupe de communication que j'espère vous connaissez, que vous pourrez peut-être visiter. Je ne sais pas ce qui est prévu, parce que j'ai entendu parler de dispositifs, de locaux, etc. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui a été conçu il y a à peu près 4 ans pour se mettre au service des collaborateurs et de la vision que nous avions de nos métiers. Alors Hopscotch est un groupe de com qui travaille beaucoup sur les relations avec les publics. Et parmi les publics, on a des publics de collaborateurs internes. D'ailleurs, Egan est très spécialisé dans tout ce qui est communication au travers, comme interne en fait, hein, vers les publics internes. Elle est co-directrice du département événements, dans lequel il y a beaucoup de conseils et qui représente à peu près une centaine de personnes. Nos autres métiers, ce sont la communication digitale, les RP, et en fait, on se caractérise aujourd'hui avec nos presque 800 collaborateurs et un peu partout dans le monde comme une entreprise généraliste de communication. On ne s'interdit rien, sauf de faire de la publicité traditionnelle. Ça ne nous intéresse pas des masses. On est ravis de vous accueillir ici parce que je pense que c'est un bon lieu pour parler de vos thématiques, des thématiques qui sont celles qui sont affichées ici. Et vraiment, si vous avez l'occasion de vous balader un petit peu sous la houlette de Egan et peut-être d'autres, c'est quelquefois inspirant. On a beaucoup de gens, d'entreprises, qui viennent nous visiter pour s'inspirer à leur tour et de se dire il y a peut-être moyen de travailler, d'organiser le travail différemment. Et de là, on leur décline aussi notre vécu, notre expérience, parce qu'on vit le parcours. Le digital, vous en parlez. Le changement du management, surtout aussi, qui est très influencé par les choix organisationnels, y incluant les dispositifs géographiques, hein, les bureaux ou l'absence de bureaux, etc., sont des éléments qui sont assez passionnants à explorer, dont on mésestime quelquefois la portée, mais qui se vivent. Donc, de toute façon, le mouvement est en route et, à mon avis, il est irrémédiable. Donc, je vous souhaite bienvenue, passez une très très bonne soirée. C'est vrai que la salle est sympa.
Ce matin, on a fait la présentation des résultats semestriels dans le même endroit. Nos assemblées générales se tiennent ici. Vous êtes donc dans la salle polyvalente du groupe, la MJC de Hopscotch. Ça sert à tout. Je te passe 2 minutes la parole. Pierre-Franck a tout dit et il l'a bien dit. Je vais juste ajouter que chez Hopscotch, on parle d'économie de la relation plutôt que d'économie de la consommation. Et du coup, les moments qu'on partage là, ça en fait partie. Donc, on est ravis de vous recevoir. Et c'est des sujets, qui nous tiennent à cœur parce qu'effectivement, on accompagne beaucoup de nos clients sur ces sujets qui sont plus que d'actualité sur les recrutements, la fidélisation des nouveaux collaborateurs et les parcours collaborateurs en entreprise. Et nous-mêmes, en tant que grande entreprise, on est concernés au quotidien par ces sujets. Donc, on est amené aussi à se renouveler, à innover pour être toujours à la page, voire avoir un temps d'avance. Voilà. Et aider nos amis clients à vivre ce aussi. moment de transformation. Oui, absolument. Merci. Attention. Ok, bon bah écoutez, on va lancer la table ronde. Juste quelques précisions sur l'agenda. La table ronde va durer 1 heure, donc je vais soumettre à la question à nos 4 intervenants pendant à peu près 1 heure. Je vous demanderai si vous avez des questions, de les noter dans un coin de votre tête. On aura 15 minutes de questions-réponses pour démarrer le cocktail à 20h15. Voilà, on essaye en tout cas de ne pas dépasser ce temps-là parce qu'après, de toute façon, il y a beaucoup d'échanges, donc on pourrait continuer à poser des questions lors du cocktail. Voilà. Alors, je m'assois sur ce siège, c'est un peu périlleux. Voilà, je ne bouge plus. C'est pas évident, hein. Alors, nous avons effectivement le plaisir d'avoir ce soir donc 4 intervenants. Je vais commencer donc par Anne-Juliette Planchet, donc, qui est Senior Management en charge de la gestion des talents chez Accenture. C'est bon. Pierre-Alexandre Michel, qui est responsable de la communication et de la formation chez Leader Intérim. Philippe Acedo, qui est responsable RSE chez BNP Paribas Personal Finance. C'est bon. Et puis, nous avons également Paul Rieuset, qui est d'ailleurs un membre, je crois, assez actif et assez ancien de New Ways of Working, et qui est conseil, alors là, je ne sais pas bien le prononcer, mais chez P2I RH, c'est ça ? Ouais, super. P2I RH Conseil. Et donc moi-même, votre animatrice de ce soir. Donc, je suis Dominique Barrault. Je suis également ambassadrice de New Ways of Working depuis quelques années. Voilà. Et je suis également storyteller, coach et auteur. Et ça veut dire quoi, storyteller, coach et auteur ? En fait, j'aide les hommes, les femmes et les entreprises à raconter leur plus belle histoire. Voilà. Et si vous avez plein de questions, ça sera pendant le cocktail. Alors, on va démarrer tout de suite par une première question qui est, avant tout de suite de plonger dans les nouveaux modes de recrutement digital, finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi l'état du marché de recrutement ? Et je vais m'adresser, je crois que Paul, tu as quelque chose à nous dire sur ce sujet. Et puis j'aimerais bien également l'avis de Pierre-Alexandre, parce que je crois que c'est ton quotidien, le recrutement, dans cette agence d'intérim. Donc, Paul. Il y a un micro pour vous. 1, 2, c'est bon ? Ça marche, super, ça marche. Oui, alors aujourd'hui, le marché du recrutement, on va le diviser en 3 parties. Je vais le diviser en 3 parties. La première partie, ça va être un recrutement que je vais dire de masse, parce qu'il existe toujours. Je donne un exemple. Un jour, l'entreprise Casino m'a appelé et m'a demandé 50 bouchers pour ses magasins. C'est du recrutement de masse, avec des spécificités, avec des méthodologies spécifiques. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est du recrutement plus classique. Un responsable des ventes, un directeur des ventes, un directeur export ou directrice, évidemment. Et est-ce que là, à ce niveau-là, on va utiliser les mêmes méthodologies que la première ou différentes ? Et ensuite, on a effectivement un troisième type de recrutement qui sont sur les bases de nouvelles technologies, le numérique, les data, etc., etc.
où effectivement il y a des populations extrêmement bien formées sur des choses extrêmement technologiques, et il faut adapter son discours et ses recherches. Mais il ne faut jamais oublier les deux premières méthodes, parce que toutes les entreprises ne sont pas à la pointe de la technologie. Merci. Alors, comme j'ai zappé que vous puissiez vous présenter d'abord, un mot ou deux sur effectivement ton activité. Donc, mon activité, moi, je suis consultant indépendant en recrutement, et donc je travaille soit pour des cabinets de recrutement, soit pour des clients en direct. J'ai travaillé pour dans des cabinets de consultants haut de gamme ou moyen de gamme, ou pour des petits cabinets en médico-social, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé également à l'AGFIP, à l'Association de délégation de services publics, auprès des personnes en situation de handicap. Bon, voilà, un certain nombre de choses, et je fais ce métier depuis 2004. Donc j'ai vu également une évolution avec les différentes générations X, Y et Z aujourd'hui, et l'évolution également vis-à-vis des personnes qui ont 40 ans ou 50 ans ou au-delà. On les voit revenir sur le marché aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. Merci. Donc j'ai demandé à Pierre-Alexandre de se présenter et de répondre à cette question de l'état du marché. Ouais. Pierre-Alexandre Michel, responsable communication et formation de Groupe Leader. On est agence d'emploi, 130 agences dans l'ensemble du territoire. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc depuis 98. Donc effectivement, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer. Pour notre partie, c'est pas que de l'intérim, c'est du recrutement dans toute sa globalité. Et ce métier est devenu de plus en plus riche et de plus en plus exigeant. Ce qui se passe aujourd'hui, nous, ce qu'on constate dans nos agences, et je pense que vous le voyez tous au quotidien, c'est qu'il n'y a plus personne. On peut recruter aussi bien dans n'importe quelle qualification, tout secteur d'activité. Les candidats ne sont pas là. Donc on annonce 3 millions de chômeurs, 9% de chômage. Et puis quand vous nous appelez, on ne les a pas. Donc ce qui s'est développé, c'est effectivement cette pénurie de main-d'œuvre qui n'existe plus parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'elle n'est pas présente sur le marché du travail. Et d'autre part, quelque chose qui est monté de par ce manque de compétences, c'est les soft skills qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Et on va rechercher des gens, pas par leurs compétences, mais parce qu'ils sont là à l'heure, parce qu'ils ont un esprit d'équipe. Et donc ça, aujourd'hui, les entreprises, c'est ce qu'ils nous demandent en priorité, quitte à les former ensuite sur le tas. Donc c'est un nouveau paradigme, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Et la digitalisation est arrivée par-dessus. Donc la digitalisation, on y viendra tout à l'heure, je ne vais pas empiéter sur le débat qu'on aura ultérieurement, mais c'est savoir de quoi on parle. On parle d'ubérisation de la relation client, la performance, l'évolution de l'expérience candidat. Ce qu'on appelle l'expérience client, nous c'est l'expérience candidat. Il faut que le candidat puisse candidater le plus rapidement possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, le recruteur va refaire du travail de recrutement. Il va avoir un CV qui va arriver avec juste un nom, un prénom, une adresse. Bonjour monsieur, comment ça va se passer? Donc la digitalisation arrive là-dessus. La dématérialisation, est-ce qu'on en parle aussi? Ça a son importance, etc. Le sourcing a évolué. Les modes de communication, les réseaux sociaux sont de plus en plus importants. Comment on s'adresse à ces nouveaux candidats, effectivement, les millennials qui arrivent sur le marché du travail, mais les anciens qui sont également présents dessus. Donc voilà, le constat, il est le suivant. Pénurie de main-d'œuvre, mais quel que soit le secteur d'activité. Oui, est-ce qu'il y a des secteurs? Tous les secteurs d'activité. Je prenais un exemple tout bête. Au mois d'août, des clients qui m'appellent pour avoir des préparateurs de commandes, pour avoir des manutentionnaires, pour avoir des bases qualifications. Eh ben, on ne les trouve pas. Ensuite, on prend, après ce qu'on appelle chez nous les moutons à 5 pattes, un bon maçon, un bon couvreur, pour revenir sur le métier du bâtiment. Alors là, on peut oublier aussi. C'est des profils qui sont... Donc le constat aujourd'hui, il est là. Donc à nous de nous adapter, à nous de servir des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils, et à former pour faire en sorte que le vivier de compétences arrive. Voilà, du coup, effectivement, ça va être la question. Donc là, je vais vous poser une question. On est vraiment au cœur de ce débat. Du coup, on parle de nouveaux modes de recrutement. Ça veut dire quoi l'utilisation, donc tout ce qui est techno et digital? Alors, déjà, pourquoi le digital? J'ai posé la question donc à Philippe, à Anne-Juliette aussi, à Pierre-Alexandre. Je vais vous demander de vous exprimer sur pourquoi le digital dans votre entreprise. Alors, 2 minutes pour me présenter aussi. Philippe Acedo, donc effectivement, je suis responsable RSE au sein de BNP Paribas Personal Finance, donc mieux connu sous la marque CTLM, qui est la filiale du groupe BNP Paribas spécialisée sur le crédit aux particuliers. J'ai un passé de RH où j'ai fait du recrutement. Aujourd'hui, je fais de la RSE.
Et pour moi, ça symbolise justement la synthèse entre l'intégration d'outils plus techniques. Et par rapport à l'intitulé de votre conférence sur est-ce que plus de technologie induit moins de relations humaines, moi je pense que les deux en tout cas sont bien complémentaires. J'aurais enlevé le ou et j'aurais mis le et pour vous dire qu'aujourd'hui la technologie, le digital ouvre de nouveaux horizons dans le recrutement. Je pense qu'on en reparlera. La technologie pour moi est au service du recrutement, au service d'un recrutement certainement plus inclusif, donc plus humain. Mais il faut savoir, là aussi, bien le positionner dans certaines étapes du recrutement et garder à chaque fois, en tout cas, notamment en validation des candidats, les entretiens traditionnels. Je crois que ça a été dit tout à l'heure aussi, on a dans notre entreprise deux grandes types de recrutement. On peut avoir donc des recrutements très standardisés, des commerciaux. On a aussi beaucoup de mal à trouver des commerciaux Bac plus 2 sans expérience. C'est très difficile à trouver. Et puis, on a les experts. Le digital concerne aujourd'hui vraiment ces recrutements standardisés, ces grandes séances de recrutement de plusieurs centaines de commerciaux. Quand on est sur des experts, on est sur du recrutement traditionnel, en ce qui concerne mon entreprise. Et là, on voit que les bonnes vieilles recettes de la cooptation, du réseau, c'est ce qui continue de fonctionner. Voilà. Donc, je voudrais vraiment insister sur le digital. Ça concerne aujourd'hui, on parlera des soft skills également, les commerciaux et des recrutements à grande échelle. Il me semble que tu as évoqué quand même d'autres motivations. Oui, alors, voilà. Voilà. Mais effectivement, il y a d'autres motivations. D'abord, si on introduit aujourd'hui la technique, c'est que les modes de recrutement tels que le CV unique ou la lettre de motivation ne sont plus à la mode. On passe aujourd'hui très peu de temps au niveau de nos services de recrutement à étudier les CV. Les lettres de motivation n'existent quasiment plus puisqu'on poste le CV. À la rigueur, on a des mails de motivation. Il est vrai aussi que le digital a permis de raccourcir la période de pré-recrutement. Là, ça permet aussi donc, de raccourcir les délais. Ça permet aussi, en termes de coûts également, pour l'entreprise, d'avoir aussi, bien sûr, des économies d'échelle assez importantes. Et puis, c'est très important également pour nous en termes d'attractivité, parce que les profils des candidats que nous recrutons sont dans le digital aujourd'hui, vont se faire un avis dès les premiers contacts et dès les premières procédures de recrutement de l'image que va donner l'entreprise. Donc on a des candidats qui ont changé, on a une organisation du travail qui change également, des compétences qui évoluent grandement, et on doit aussi adapter nos processus de recrutement, nos techniques de recrutement à l'ensemble de ces domaines. D'accord. Je crois qu'Anne-Juliette, tu as aussi beaucoup de choses à nous dire sur mais pourquoi le digital chez Accenture pour recruter. Juste 2 minutes de présentation moi aussi. Donc Anne-Juliette Planchet, je suis senior manager chez Accenture et donc je suis dans le conseil, principalement dans les sociétés d'assurance. Mais j'interviens aussi en interne sur des projets pour accompagner les équipes à réfléchir à comment recruter différemment et à comment gérer les talents différemment. Chez Accenture, à titre d'exemple, on recrute à peu près 1500 personnes par an en moyenne sur la France, ce qui nécessite forcément de s'adresser à des viviers et des talents différents que ceux qu'on a l'habitude d'avoir depuis quelques années, parce que les écoles cibles que l'on a de manière classique, d'écoles de commerce ou ingénieurs, finalement ne répondent plus suffisamment à nos besoins. Pourquoi ? Parce que finalement nos premiers concurrents, c'est plus les banques. On était en concurrence d'attractivité avec les banques ou la finance, le monde de la finance. C'est les startups. Et donc, on est face à un paradoxe qui est que le conseil a toujours énormément attiré les jeunes candidats et on doit réinventer l'expérience candidat qu'on propose aux personnes qu'on cherche à recruter. Et donc, pourquoi le digital ? Parce qu'on doit attirer de nouveaux candidats. On doit trouver des talents qui ne sont pas les talents classiques, qui sont issus aussi des écoles ingénieurs ou commerce qu'on cible habituellement. On recherche des entrepreneurs, des personnes qui ont des valeurs d'entrepreneur, de polyvalence, de persévérance. Et donc là, on revient aux soft skills dont on parlait tout à l'heure. On a un vrai besoin de trouver des compétences différentes et différenciantes pour nos métiers du conseil.
on ne fait pas que du conseil, on a 5 métiers, mais on a besoin de diversifier nos sources. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le digital, c'est pour une expérience candidat qui est vraiment différenciante pour attirer les talents. Il me semble qu'il y avait aussi un petit objectif autour de la diversité et de la parité. Tout à fait. En termes de diversité et de parité, on a notre président qui nous a fixé un objectif extrêmement ambitieux de 50% d'ici 2025 d'équilibre entre hommes et femmes. Donc 50-50, 2025. On est dans un métier qui est quand même... aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à 70-75% d'hommes que 50-50. Voilà. Le digital, je parlerai tout à l'heure d'une autre expérience plus concrète, mais le digital nous permet d'espérer atteindre ces 50% d'ici 2025. Pourquoi ? Parce qu'a priori, il y a un lien avec les neurosciences. Je crois avoir compris quelque chose comme ça. Tout à fait, parce qu'on est en train de transformer notre processus de recrutement. On est en phase de test avec une entreprise aujourd'hui qui s'appelle Goshaba, qui utilise les neurosciences pour faire des jeux à la Candy Crush, si je caricature un peu les neurosciences, et je m'en excuse d'avance. Mais ces jeux permettent de créer une nouvelle expérience candidat, permettent de définir un profil cognitif des candidats dans notre processus et donc de cibler des compétences qui sont celles qu'on recherche pour une transformation culturelle qui est la nôtre et créer finalement, construire l'Accenture de demain en fait. Et a priori, mais on en parlera un petit peu plus tard, c'est vrai, dans ces tests, on voit que finalement, la parité est a priori plus respectée. La parité est respectée et les écoles cibles ne sont pas les seules qui nous permettent de recruter. Et ça, c'est très important dans notre objectif de diversité au sens large. Pierre-Alexandre, pourquoi ? La digitalisation, elle est importante. Aujourd'hui, les candidats... ils sont sur Internet, ils sont sur leur smartphone et il est indispensable aujourd'hui d'être présent et de pouvoir répondre à leurs demandes. Et comme on parlait tout à l'heure d'expérience candidat, ce qu'il veut, c'est trouver l'information le plus rapidement possible. Aujourd'hui, si je schématise chez nous l'ensemble de la digitalisation, on pourrait limite avoir un candidat qu'on ne rencontre jamais. On passe une annonce sur Internet, il postule sur son smartphone, on fait un entretien sur Skype, on dématérialise ses contrats, il les signe par une signature électronique, il reçoit par virement sa paye et on fait un petit entretien sur Skype quand même, histoire de se dire je l'ai vu et on ne le voit pas. Pardon ? Et il travaille de chez lui. Donc ça devient extrêmement compliqué. Pour nous, c'est un outil. Il faut se servir comme un outil. C'est une nouvelle fonctionnalité, les modes de recrutement ont évolué, il faut s'adapter, il faut être présent, il ne faut pas le nier parce que tout à l'heure a été dit, l'histoire elle est en marche, elle est partie et on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on puisse apporter les réponses à ces candidats, être présent pour lui. Nous, ça nous permet d'accélérer nos processus. Il y a les chatbots qui sont arrivés, qui permettent de communiquer avec les candidats rapidement. Il y a des fonctionnalités telles CV Catcher qui permettent de poster son CV et d'avoir l'ensemble des offres correspondant au CV et aux compétences directement établies. Donc voilà, ça c'est des gains de productivité pour nous, pour affiner le recrutement et faire le matching. Par contre, le principal, et ça reste le cœur de notre métier, c'est l'humain. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'on se rencontre. Donc il faut avoir bien en tête que ces nouveaux modes de recrutement, ces dématérialisations, ces fonctionnalités sont là pour accélérer, améliorer nos processus, mais en aucun cas remplacer la relation humaine, qui est le cœur de notre métier. Alors, je crois que Paul, tu veux intervenir. Juste pour ajouter un mot, mais la digitalisation, la numérisation, on va plus vite. Et si on va plus vite, on gagne de l'argent plus rapidement. Parce que c'est du business, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une très bonne chose comme ça. Par rapport aux générations que l'on vise, là en l'occurrence la génération Y, naturellement, elle va vite, elle va très vite. Donc plus on va répondre rapidement à sa demande ou à son CV, plus elle va être intéressée et plus on va pouvoir la capter. Mais bien évidemment, ces technologies doivent rester à notre main, à la main de tout à chacun. On reste des mammifères, certes supérieurs, mais on reste des mammifères. Donc à un moment donné, on doit se rencontrer, on doit se renifler, on doit se découvrir. Je dis renifler volontairement, hein, mais parce qu'à un moment donné,
on a été, on l'a tous vu, on a été dépassé, débordé, on a beaucoup joué avec ces technologies. Aujourd'hui, on commence à les maîtriser. Donc là, ça devient très très intéressant et très performant. Mais une fois de plus, on va vite. Et si on va vite, on gagne de l'argent, mais également, comme on a en face de nous des gens qui vont vite, on répond à la même vitesse. C'est pour ça qu'au sein de notre groupe, on a inventé un mot qui s'appelle le phygital, et on croit beaucoup au phygital, le mix entre le physique et le digital. L'idée, c'est de se servir des moyens digitaux, des réseaux sociaux pour prendre contact avec les gens, mais à un moment ou à un autre, il y a une rencontre physique. Et cette rencontre physique, c'est une matinée de recrutement, c'est un moment dédié pour lui. Et le phygital, je pense que c'est l'avenir, et demain, il faut être présent là-dessus. Ah, on a déjà conclu. Alors, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que là, vous partagez, en tout cas Anne-Juliette et puis Philippe, sur 2 expérimentations, hein, je crois qu'ils sont en cours. Donc Anne-Juliette, voilà, tu vas nous parler de la plateforme GoShaba. Alors, j'ai déjà commencé à en parler tout à l'heure. On est en train de complètement réinventer le processus de recrutement chez Accenture. Chez Accenture, de manière assez classique, on avait un screening avec des CV qui étaient identifiés, qui permettaient derrière de sélectionner des candidats pour une session de recrutement collective où on avait un serious game, un entretien individuel de motivation et un jeu, un assessment, un exercice collectif. Aujourd'hui, avec GoShaba, et on le teste depuis janvier 2018, donc quasiment 1 an, on a fait passer à 1200 candidats une série de jeux cognitifs qui permettent d'évaluer la résilience, le task switching, le niveau d'anglais, la rédaction d'un email, enfin voilà, de catégoriser en fait et de classer un certain nombre de compétences qui sont recherchées. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un exercice ou en tout cas une étape qui amène une sélection. C'est un élément complémentaire à la prise de décision. Ces personnes-là et celles qui passent le test sont bien entendu rencontrées en entretien individuel dans le cadre d'une session collective et ont aussi l'exercice collectif. En fait, GoShaba remplace le serious game qu'on avait mis en place. On a profité de cette revue de processus pour créer une expérience candidat différente au travers, bien entendu, de ces jeux GoShaba parce que ça crée dans le temps un ancrage dans le temps et ça crée aussi une satisfaction pour les candidats. Ils nous disent tous qu'ils sont très contents parce que ça leur apporte quelque chose sur eux-mêmes. Ils découvrent des compétences d'eux-mêmes. Et on en a profité aussi pour, dans notre session de recrutement collective, mettre en place un showroom où on leur fait découvrir Accenture de l'intérieur. Quels sont les derniers chatbots, par exemple, qu'on a construits. On leur fait expérimenter des nouvelles formations qu'on a avec des casques de réalité virtuelle qu'on appelait le gender swap, notamment sur si je suis une femme ou si je suis un homme, est-ce que je réagis différemment par rapport à des questions de performance, de processus de rémunération, etc. Et donc ça nous permet de créer une expérience candidat et de leur faire découvrir l'Accenture de l'intérieur. 1200 candidats ont passé ce test. On est en train de faire une analyse de ces réponses sur la base de statistiques pour voir comment est-ce qu'on peut affiner ces jeux cognitifs, les résultats que cela donne, et en faire une véritable étape de sélection et non plus seulement une étape informative dans notre processus. Donc on est dans cette phase de test, on l'analyse. L'objectif, c'est que derrière, on gagne du temps dans le processus de recrutement, comme ça a été cité tout à l'heure, à bon escient, et qu'on qualifie vraiment l'efficacité de ce test. Derrière ces 1200, il y a des recrutements effectifs ? Oui, sur les 1200, on va dire qu'il y en a un peu plus de 100 qui ont été recrutés. Et qui sont recrutés depuis une petite année ou... Voilà, progressivement sur l'année. Et est-ce que vous observez, je sais que c'est expérimentation, mais est-ce que vous observez, je ne sais pas, quelque chose de différent à ce stade, dans leur façon d'interagir, de travailler Alors, à ce stade, ce qui ressort, c'est qu'on a, sur les personnes qu'on a recrutées au final, un esprit d'entrepreneur qui est beaucoup plus fort dans les écoles qui ne sont pas nos écoles cibles, qui sont issues d'un vivier plus ouvert, en fait. Et c'est ce qu'on recherche en termes de valeurs clés.
On observe du coup qu'on arrive sur ces 100 personnes qu'on a recrutées au final à un équilibre homme-femme qui est proche de 50-50. Et donc ça, c'est très important pour nous, notamment dans notre objectif, comme je le mentionnais tout à l'heure, de parité d'ici 2025. Voilà. Après, c'est un peu trop tôt parce qu'on n'a pas fini l'analyse des 1200, mais on voit déjà qu'on arrive à sortir de nos écoles cibles qui était un peu un carcan qui nous enfermait, et pour lesquels finalement on n'arrivait pas à pourvoir tous les postes qu'on avait à pourvoir. Donc ça, c'est la première victoire. Et l'équité homme-femme dans nos recrutements, c'est très important aussi. Merci. Alors Philippe, je crois qu'il y a également une autre histoire d'expérimentation. Oui, alors on avait aussi un processus de recrutement qui était long et fastidieux avec une succession d'entretiens, enfin d'analyse de CV, d'entretiens collectifs, individuels, avec la RH, avec le manager opérationnel. Bon, c'était très long et fastidieux. On a lancé donc tout d'abord une première expérimentation sur un enregistrement vidéo. Donc on a un lien qui est proposé au candidat qui depuis chez lui va pouvoir activer ce lien, être en relation avec une personne qui va lui poser des questions. Donc c'est un enregistrement en fait. Et puis on va donc pouvoir... c'est une vraie personne qui lui pose les questions, c'est pas un robot. Non, c'est pas un robot. Elle est actrice, mais voilà, c'est quand même... C'est pas une spécialiste du recrutement non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est un film et qui permet en tout cas aux candidats de répondre à différentes situations et questions posées. Et puis pour nous, recruteurs, de pouvoir en tout cas regarder la gestuelle, l'argumentation, l'écoute et la capacité à répondre. Ce qui permet ensuite, bien sûr, là aussi, de faire ça permet de contourner le CV. C'est la présélection qui permet ensuite d'inviter le candidat pour la suite du processus. Et puis on a surtout, alors c'est important aussi, parce que ça évite aussi de faire monter des candidats à Paris, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui pour nous est important. On a également mis en place donc un escape game. Donc là, c'est une expérimentation. On l'a lancé sur le recrutement de nos alternants. On a un recrutement de 300 postes d'alternants par an. Sur différentes fonctions, des fonctions corporate et des fonctions commerciales. On a mis en place donc cette séance pour remplacer toute la partie d'entretien, à la fois test de personnalité, entretien RH, etc., qui nous permet à la suite de cette escape game de proposer en tout cas le candidat sur l'entretien final avec le manager qui va intégrer donc ce candidat dans son équipe. Donc c'est vraiment ce qui précède l'entretien de validation. C'est une expérimentation, donc je vais être aussi prudent. Et on est en train d'interroger un peu les premiers candidats qui viennent de subir ce jeu d'aventure. C'est un jeu qui permet en tout cas de mettre en pratique ce qu'on recherche aujourd'hui, on l'a dit, de bien identifier aujourd'hui, de bien cerner la personnalité du candidat, de le mettre en situation aussi pour qu'il puisse se projeter déjà dans l'entreprise, dans son organisation, dans ses valeurs également, et puis de le mettre à l'épreuve également sur... Ça nous permet de vérifier aussi la réalité de ce qui peut être écrit dans une lettre de motivation et un CV et de le voir à l'œuvre. Ils sont donc organisés et répartis sur différentes missions. Ce sont des équipes de 5 à 10 candidats. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de tout... Enfin, ils sont destinés à intégrer des métiers très différents. Donc on va avoir des juristes avec des informaticiens, des marketeurs, des commerciaux. Enfin, ça permet déjà aussi d'avoir une bonne représentation des équipes. On va observer donc chez eux leur capacité à coopérer, à argumenter, à écouter, à aider ceux qui ont plus de difficultés. Donc il y a vraiment là un terrain d'observation qui est plutôt très intéressant. Et ensuite, donc, on va valider un certain nombre de compétences. On va être dans des mises en situation très concrètes. Et on a aussi interrogé ensuite les managers qui ont eu les candidats éligibles, qui ont pu être présentés donc, pour une validation définitive dans ce processus de recrutement. Et les managers nous disent que pour eux, c'est aussi un entretien de validation qui est beaucoup plus intéressant, qui leur permet de sortir du CV, de sortir des diplômes et d'être plutôt sur les parcours et l'expérience, et d'avoir un échange beaucoup plus riche et beaucoup plus profond avec les candidats. Et les candidats ont été souvent surpris de ce type d'exercice, mais on a un niveau de satisfaction, en tout cas d'intérêt assez intéressant. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous permet en tout cas de contourner le CV, d'aller sur, on l'a dit, des recrutements plus rapides,
et aussi de proposer à cette génération qui est complètement dans le digital un exercice là aussi de recrutement plus adapté à ce qu'ils peuvent attendre et qui donne aussi une image certainement plus moderne et plus attractive de l'entreprise que nous sommes dans le secteur bancaire. Et même question, il y a eu des recrutements donc, effectifs derrière cette expérimentation. On a quasiment rempli les 300 postes. Oui. D'accord. Et du coup, une observation, un sentiment global de l'ambiance, de est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Alors effectivement, c'est pas forcément quantifié tout ça, mais... Alors, ce sont des recrutements qui ont eu lieu juste avant la période de vacances d'été, et on intègre là en ce moment, en septembre, ces alternants. Mais on les a déjà interrogés. Pour eux, en tout cas, c'est synonyme d'une entreprise qui a des process, des méthodes de travail modernes et avant-gardistes. On a une organisation du travail qui leur est proposée aujourd'hui en flex office, dans un siège moderne, des méthodes de travail aussi adaptées. Le numérique est présent aujourd'hui complètement dans l'organisation du travail. Et c'est vrai que cet exercice de recrutement, en tout cas, pour eux, est complètement cohérent avec l'idée qui se faisait de l'entreprise avant d'être intégrée. Est-ce que je peux te poser la question? Je pense que ça rentre dans cette question d'expérimentation. Ce que vous faites aussi avec des partenaires un peu différents. Oui, puisque la question était de se dire, est-ce que la technologie remplace l'humain ? Et on se dit que la technologie peut être au service d'un recrutement plus inclusif, en tout cas, et plus humain. Mais aujourd'hui, pour ouvrir nos recrutements à des jeunes qui parfois se censuraient eux-mêmes, parce que la banque, c'était peut-être pas pour eux, BNP Paribas, c'était pas forcément pour eux, on a effectivement noué des partenariats avec des missions locales, Mosaïque RH, les entreprises pour la cité. Et on va privilégier à ce moment-là des exercices de recrutement avec la rencontre, un job dating. On ne peut pas faire plus humain et dans la relation. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir intégrer certainement des publics qui aujourd'hui spontanément n'iraient pas forcément vers BNP Paribas. Je crois que tu m'avais raconté une belle histoire, très courte. Mais... Alors il y en a eu plusieurs, mais on a intégré par exemple des réfugiés avec le concours de Simplon. Notamment, qui est un partenaire qui nous permet aussi de pouvoir intégrer ces réfugiés sur des métiers en tension autour de l'informatique et du digital, justement, puisqu'on manquait énormément de ressources dans ce domaine. Et puis aussi, avec les missions locales, on a pu mettre en place des parcours pour des jeunes décrocheurs grâce à l'alternance. Et donc, on a intégré dans le monde de la banque des jeunes sans aucun diplôme, qui n'est même pas le bac, et on les a emmenés en parcours de 2 fois 2 ans vers le bac, puis ensuite le BTS, et on les a intégrés ensuite en candidature. Donc on parle beaucoup de la technologie, on parle beaucoup des nouveaux process de recrutement, mais on a aussi des partenariats assez dynamiques avec des acteurs qui nous obligent aussi à revisiter l'ensemble de nos process, mais aussi à revoir un peu notre culture aujourd'hui de recrutement et d'essayer de sortir de ce qu'on pouvait parfois nous reprocher, en tout cas dans le recrutement assez standardisé avec des clones qui pouvaient être aujourd'hui des représentants dans notre entreprise. Anne-Juliette, vous avez eu des expériences, je n'avais pas posé la question, mais un petit peu similaires aussi sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre d'une de ces expériences, donc avec la Fondation Accenture, avec le Club du 21e siècle et Mosaïque RH, et BNP Paribas Personal Finance en faisait partie. Nous avons mis en place et testé ce qu'on a appelé le forum potentiel, avec une conviction forte qui était que le CV était un facteur de discrimination. Et donc on voulait sortir complètement le CV du processus de recrutement. On a mis en place un processus qui s'appuyait en partie sur des neurosciences avec Goshaba, avec Assess First, qui était du coup pour avoir une évaluation de la personnalité des candidats, un certain nombre de questions qui permettaient de remplacer en fait le CV. On ne demandait pas l'école, on demandait le niveau d'études, on demandait un certain nombre de questions qui permettaient de faire une sélection en amont. On a embarqué 5 à 6 entreprises, dont celle de Philippe, dans l'aventure pour voir des offres de postes concrètes.
Suite à cette sélection, au travers des jeux, des questionnaires de personnalité, on les a fait venir avec Mosaïque RH dans le cadre d'un de leurs événements sur la récompense des recruteurs de l'année qui était à Bercy l'année dernière en novembre 2017. On a fait passer à ces candidats qui étaient sélectionnés un escape game. Donc c'est très proche de ce que Philippe a décrit. Et ceux qui étaient sélectionnés suite à l'escape game, qui avaient pour objectif, en fonction des offres, d'observer des comportements différents ou des compétences différentes, passaient ce qu'on a appelé un entretien inversé. L'objectif, c'est que c'était un entretien très court en termes de temps, mais où le recruteur était en observation et c'était le candidat qui menait complètement l'entretien, qui se présentait, qui posait des questions. Et ça permettait au recruteur d'être plus en posture d'écoute active, de réponse et d'observation, et donc d'identifier quelles sont finalement la capacité de chacun à s'intéresser à l'entreprise et à se projeter. Et donc tout ça, ça nous a permis, alors Accenture a bien entendu fait partie de l'aventure avec une offre, et ça nous a permis, côté Accenture en tout cas, de recruter 4 personnes. Et sur ces 4 personnes, c'est des personnes qu'on n'aurait jamais été chercher à la lecture du CV. C'était des personnes qui étaient soit avec une fac de littérature, enfin voilà, qui étaient très différentes de ce qu'on cherchait nous à la base si on faisait un screening de CV pour nos postes. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, on va parler un petit peu justement des nouveaux risques si on passait complètement en tout digital. Et finalement, c'est quelle place de l'humain? Alors, vous en avez déjà parlé, mais là, je vais poser la question à chacun. Hein, c'est un peu une synthèse. Voilà, c'est quoi les risques? C'est quoi les opportunités? Quelle est la place de l'humain dans tout cela, dans ces nouveaux modes de recrutement digitaux? Qui commence? Le tout digital, enfin, je pense qu'aucune entreprise ne prendrait le risque, enfin, il en existe certainement, de faire du tout digital. Mais aujourd'hui, les retours que j'ai de clients ou d'entreprises ou de cabinets que je rencontre parce qu'ils souhaitent travailler avec moi et puis moi aussi, ça fonctionne pas. Moi, on m'a dit, est-ce que vous pouvez venir intervenir dans notre entreprise? Parce qu'on a des gens de 30-35 ans, mais ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement sur des relations très digitalisées, mais à un moment donné, la sauce, elle ne prend pas. Elle ne prend pas parce qu'il y a des savoir-faire qu'on a à 40, 45, 50, 55, 60, voire plus. Et à un moment donné, on a besoin de personnes qui prennent le leadership sur certaines choses ou qui sont des facilitateurs au sein des équipes. Donc, ce qui est très étonnant, et par rapport aux expériences qu'on peut avoir, moi je me souviens quand j'ai commencé à faire du recrutement en 2004, un homme de 45 ans qui se retrouvait sans emploi avait de très très grandes difficultés à retrouver un travail, facilement entre guillemets. Et une femme, c'était à peu près 42 ans. C'était les statistiques que j'avais. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est plus facile. Les chiffres du chômage montrent un certain nombre de choses. Les gens sans emploi de plus de 50 ans, etc. Je ne dis pas que c'est facile. Mais aujourd'hui, régulièrement, des entreprises me demandent « je veux avoir tel ou tel profil ». Et donc, c'est forcément quelqu'un qui a 45, 50 et plus. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins par rapport à ça, il y a besoin d'expérience, de gens qui vont mettre du lien avec effectivement cette génération Y qui est sur des bases, des relations très technologiques. Cet après-midi, j'ai eu une personne qui fait de la recherche de CV, elle me dit ah bah tiens, je vais envoyer à tel candidat, je lui envoie un SMS. Ben non, tu l'appelles. Hein. Bah pourquoi? Parce que si tu l'appelles, tu sais qu'elle va le faire. Un SMS, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est bizarre. Il y a plein de SMS qu'on ne voit pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas oublier, effectivement, le digital, oui, toujours sous notre contrôle. Et effectivement, les personnes qui ont plus d'expérience ont toute leur place aujourd'hui dans les organisations.
Je vais rebondir, je vais dire à peu près la même chose. Hein. Voilà. L'humain est le plus important, c'est le facteur clé. Le digital n'est qu'un outil à notre service. Il faut savoir l'utiliser et il faut savoir bien le dompter. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des recruteurs, la majorité des entreprises ont compris le fonctionnement, même s'il évolue, même s'il est en perpétuel mouvement. On peut parler des job boards qui n'arrêtent pas de se modifier, les nouveaux algorithmes, comment on recherche avec le booléen, etc. Enfin, tous ces éléments bougent tout le temps, mais on a la maîtrise. Après, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'on met le curseur. Alors après, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'entreprise totalement numérique. J'en connais 2-3 qui ne font que de l'ubérisation, où là, on met un candidat d'un côté, les entreprises de l'autre, et puis on s'évalue, on se met 5, on se met 4. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la façon dont je conçois notre métier. Mais certains tentent l'expérimentation. Il y a une entreprise qui vient de lever 5 millions d'euros. Oui, en fait, j'ai vu pas mal aussi. Ça fait un petit bout de temps que là, il y en a une, la dernière. Il y a des startups, il y a pas mal de plateformes qui mettent en relation avec différents critères. Enfin, il y a beaucoup de tests. Tout à fait. Après, moi, je les vois comme ça passer, mais voilà, je ne sais pas ce que ça donne en fait. Elles balbutient aujourd'hui. Elles ont vu le succès de Uber, elles ont vu le succès d'Airbnb, et elles se sont dit, on va mettre cette relation humaine sur le même schéma. Sauf qu'à un moment, comme je vous l'ai dit, en France, on a une législation qui est relativement importante. Un contrat de travail, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des réglementations à respecter. Et à un moment ou à un autre, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait se renifler. Il faut qu'ils se reniflent. Voilà, il faut que les gens se voient. Et ça peut fonctionner peut-être un petit peu sur des faibles compétences, faibles qualifications. Et encore, j'y crois pas trop sur le turnover va exploser. Enfin, il n'y aura pas de fidélisation, il y aura rien du tout. On considérera un humain d'un côté et un de l'autre. Après, donc pour moi, effectivement, le côté humain reste primordial et c'est savoir se servir des outils et comment j'utilise ces outils pour arriver à faire ma mission. Et après, il faut être conscient que les entreprises doivent changer, se mettre à la page et être à l'écoute de ces générations. Hein. Les millennials, s'ils sont là. On parlait tout à l'heure de recrutement inversé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit sur nos recrutements, c'est que l'entreprise, elle nous interroge, elle veut savoir où est-ce qu'elle va, quelles sont les valeurs de l'entreprise dans lesquelles elle va travailler, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Quelle est la transparence? Est-ce que vous avez une politique RSE? Qu'est-ce que vous faites en matière d'environnement? Et les candidats demandent à ce que l'entreprise soit exemplaire. Donc l'entreprise, elle l'accepte pas. Mais le fait, il est là. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en préambule, les candidats choisissent où ils veulent aller. Donc à un moment ou à un autre, il faut que l'entreprise soit séductrice et ne Mais là, c'est pas le digital. Je parle d'autre chose en fait. Si, puisque cette génération Y qui utilise les moyens digitaux, qui vont communiquer, qui vont venir mettre des avis sur vos entreprises, c'est du digital. D'accord. Et ces avis, ils sont présents. Vous prenez Google+, vous prenez tous les avis sur Indeed, vous prenez tout ce qui existe. Votre entreprise, elle est regardée sur les outils digitaux en amont. Et ça, il faut en avoir conscience aussi. Pareil, quand des avis sont postés, ça ne sert à rien de vouloir aller les effacer, il faut y répondre. Et il faut les laisser existants. Si un manager a fait quelque chose qui n'était pas bien, on laisse et on essaie de répondre et on essaie d'apporter une réponse. Surtout ne pas enlever... Du coup, le recrutement, c'est un risque pour l'entreprise aujourd'hui? Ça rentre dans les risques? Un risque d'image? Ah, il y a une question là, je crois que... Est-ce que c'est un risque? Non. Après, il faut, je l'ai dit, la transparence, avoir... une entreprise, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il faut savoir dire quelles sont nos forces, mais quelles sont nos faiblesses. Le candidat aujourd'hui, il veut la transparence, il veut savoir où il va. Et il parle beaucoup. Donc à un moment, il faut se positionner. Et les réseaux sociaux, quand je parle des réseaux sociaux, de la digitalisation, on a parlé de démat, d'ubérisation. Les réseaux sociaux qui pour moi, font partie de la digitalisation ont apporté cette évolution vis-à-vis du candidat par rapport à l'entreprise. Avant, l'entreprise était un petit peu décidée un petit peu. Maintenant, le candidat est force de proposition et un petit peu le leadership. Je crois que Philippe, et puis après, il y a Juliette aussi. Enfin, tout le monde veut. Non, mais juste un mot sur le risque d'image. En tout cas, on prend beaucoup de précautions. Et on revient là à l'importance aussi d'avoir une intervention humaine dans ces processus de recrutement. Aujourd'hui, quand on a la première séance de sélection des candidats,
nos recruteurs vont ensuite recevoir individuellement les candidats qui ne seront pas retenus pour la deuxième épreuve, pour la deuxième séance. Et on leur vend quasiment, et on leur explique très concrètement pourquoi ils n'ont pas été pris. Et pour nous, ça, c'est très important en termes d'image, et même parfois d'aller jusqu'à donner des conseils dans cet entretien qui va durer quand même un quart d'heure, 20 minutes, de donner des conseils sur la façon dont il a été observé, ou la manière dont son CV est présenté, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même très prégnant et sur lequel on intervient dans l'ensemble aussi des processus de recrutement. Alors, j'ai réagi par rapport à ce que tu disais et ce que disent les précédentes personnes, mais sur lesquelles je suis en accord. Mais alors, deux choses. Moi, je pense, à titre personnel, dire non à un candidat, c'est plus facile que de dire oui. C'est-à-dire, oui, vous êtes pris. Parce que quand on dit à un candidat, oui, vous êtes pris, il fait des bons comme ça quand vous l'appelez, et il n'entend plus ce que vous lui dites. Donc, à la limite, il vaut mieux le laisser un quart d'heure, une demi-heure, une journée, une nuit entière, et le rappeler le lendemain, presque. Le non, on a des éléments, c'est très factuel. Bon, voilà. Après, évidemment, on peut et on doit lui donner quelques conseils par rapport à peut-être des erreurs. Sur, est-ce que le recrutement, c'est une prise de risque ? Ben, là aussi, oui. C'est une prise de risque financière pour l'entreprise. Je paye quelqu'un une base 100 de salaire net. En brut chargé, on est au double. Multiplié par le nombre d'années que la personne va être en poste. Donc évidemment qu'il y ait des hésitations, c'est rare qu'on calcule comme ça, mais qu'il y ait des fois des hésitations, c'est tout à fait compréhensible, bien évidemment. Une tendance que je perçois dans certaines entreprises, c'est la démultiplication des entretiens, la démultiplication des intervenants et des personnes qui donnent leur avis, même si la personne ne va pas travailler avec. Mais elle est payée pour, donc c'est bien. Je veux dire, Mais le problème, c'est que c'est un ralentissement, une dilution de la prise de risque, donc décisionnelle, et qui ralentissent. Et pour les cabinets, on ne comprend pas forcément ce qui se passe dans l'entreprise, et on ne vous le dit pas. Et le candidat qui est quand même en bout de chaîne, mais le principal, la personne qui est le plus impactée par ce type de choses, ne comprend pas non plus. Donc, c'est vrai que sur les cabinets ou les entreprises, etc., d'intérim ou d'intervenants, effectivement, on essaye d'accélérer ce type de choses et parfois on se retrouve face à un mur. Donc c'est très compliqué et très difficile parce que, en finalité, ça donne très souvent une image négative, voire très négative ou catastrophique de l'entreprise. Et un candidat qui est une star, un savoir-faire qui va plus vite que les autres, ou aujourd'hui sur les générations qui vont extrêmement vite, si effectivement la décision est trop lente, ben qu'est-ce qui se passe ? Elle se tourne vers une autre entreprise et l'entreprise perd un très bon potentiel. Pas tellement l'entreprise qu'elle perd un bon potentiel, c'est les projets, ce sont les équipes, etc. Donc là est la difficulté pour moi. Aujourd'hui, est-ce que le recrutement, c'est un risque ? Ben oui, vous augmentez votre équipe d'une personne, donc ça va représenter X pourcentage. Est-ce que c'est un risque ? Oui, forcément. Mais de toute façon, tout est un risque. À partir du moment où on acquiert une nouvelle machine, à un homme ou une femme des savoir-faire supplémentaires, c'est un risque forcément. Toujours. Sinon, on ne fait pas d'entreprise. Mais effectivement, les individus sont un peu tétanisés pour prendre la décision d'engager la personne. Parce que, et si on se trompait ? Ben, y a une période d'essai, hein. Et c'est là où on remet la période d'essai. Parfois, évidemment, comme me dit monsieur, me fait le geste de monsieur, vous savez, ça, on la renouvelle. Hein. Ouais, et si on pouvait la tripler, on la triplerait. Donc à un moment ça donné, arrive, hein. La tripler. Pas comme ça, mais voilà. ça Mais donc, à un moment donné, c'est effectivement une difficulté, un frein. À un moment donné, si vous freinez trop, les gens s'en vont. Hein. Ils dérapent. Donc là, accélération, ralentissement, une vraie question. Anne-Juliette, tu n'es pas encore exprimée sur les nouveaux risques du tout digital de l'humain, mais on a un petit peu débordé, mais je trouve que c'était intéressant de parler des risques. Alors, par rapport alors nous, chez Accenture, on n'est pas tout digital, hein, vous l'aurez compris. Après les processus, on a des entretiens. En revanche, le fait d'utiliser la plateforme Gochaba avec ses tests permet d'accélérer.
ça n'enlève pas le risque, même si c'est basé sur les neurosciences, on pourrait se dire on a une caution scientifique. Au contraire, ça peut même l'accroître, parce que toute plateforme, qu'elle soit basée sur les neurosciences ou pas, est construite par des hommes à la base. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'enrichir notre entreprise, parce qu'on considère que le recrutement, c'est un vrai levier de transformation, et c'est important pour nous. Et on cherche à diversifier en fait les richesses internes et les hommes chez nous. Mais si c'est l'homme qui paramètre la science, forcément, au bout d'un moment, on peut très bien se retrouver avec tout ce qui est avec les principes de machine learning, de deep learning, que je maîtrise absolument pas de mon côté, mais on peut très bien se retrouver à créer finalement des clones alors qu'on cherche à s'enrichir. Et donc toute notre vigilance, elle est là. C'est voilà, on met 1 an de test avec plus de 1200 candidatures sur l'année. Pourquoi ? Pour avoir une base statistique qui soit suffisante, prendre le temps de se poser les bonnes questions et voir comment est-ce qu'on ajuste le dispositif qu'on est en train de créer. Ça, c'était par rapport à la réponse sur le risque. Par rapport à tout ce qui est digital, humain, quel équilibre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce et on avait déjà ce rôle-là, mais on l'a renforcé dans ce dispositif. On a créé ce qu'on appelle, renforcer un candidate manager. Donc, c'est quelqu'un qui a pour seul objectif, à partir du moment où on a identifié quelqu'un qu'on veut recruter, de garder le lien avec cette personne. Parce que le lien humain, notamment, on est une grande entreprise, le processus peut être un peu long. On veut sécuriser le fait que cette personne vienne bien chez nous une fois qu'on l'a sélectionnée. Et donc, au travers de différents outils, de chat, de conversation, mais des temps humains de discussion, on garde ce lien avant l'arrivée de la personne chez nous. Tu as parlé de clone. Tu es la première, je crois, à avoir prononcé le nom. Aujourd'hui, en tout cas, moi, de ce que j'entends encore, notamment en discutant avec des chasseurs de tête, que je croise de temps en temps, eux, en tout cas, me disent toujours, finalement, l'entreprise continue à me demander des clones. Réalité ? Alors nous, on cherche vraiment à sortir de ça, mais je pense que vous l'aurez compris au travers de ce que j'ai déjà dit. Donc, ouais. C'est un peu la réalité, et c'est un peu le risque, puisque si on remet tout sur la digitalisation, on développe le matching, et on va sur quel profil je veux, quel type de compétences, quels soft skills. Lui, il est très bien chez moi, et en fait, je veux cette personne-là en démultiplier. Et le risque, c'est qu'on n'ait plus de diversité et qu'on se retrouve avec un profil. Alors oui, on va avoir un canevas d'entreprise fort, on va avoir une structure et une population qui correspond à ce que l'on souhaite, mais est-ce que véritablement ça va apporter de la force à l'entreprise ? Je ne suis pas sûr. Paul, je pense pas du les tout. clones. Alors, il y a de tout. Voilà. C'est un peu facile comme réponse, mais bon. Sur les clones, effectivement, ça peut être des clones de formation, d'expérience. Moi, j'ai un exemple. À un moment donné, une personne, on me demande tel et tel profil, etc. Je fais de la chasse de tête et je trouve 3 personnes. Le salaire, alors c'était vraiment entreprise industrielle, pétrole, etc. Le salaire était à 100, région parisienne. J'appelle un monsieur qui était en Normandie. Il me dit, écoutez monsieur, je gagne 98. J'ai quitté Paris. Est-ce que vous pensez que je vais revenir sur Paris pour ce prix-là ? Ça n'intéressait pas. L'autre était à 102, toujours sur un salaire de base 100. Monsieur, j'ai 102, pourquoi je viendrais pour 100 ? Donc, à un moment donné, si on cherche des clones, on va avoir de très très grandes difficultés à trouver quelqu'un, puisque pourquoi la personne changerait ? Donc, soit l'entreprise a a des projets fantastiques, soit a des projets d'entreprise, et là, effectivement, elle va peut-être pouvoir attirer les gens, soit elle n'en a pas, donc là, elle ne va pas trouver. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les mois et années à venir ? On peut l'imaginer, c'est une augmentation des salaires. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont bloquées. Les salaires sont bloqués. Peut-être que les histoires d'impôts à partir de 2019 vont créer peut-être une augmentation des salaires. Mon petit doigt me le dit. Mais bon. Mais
effectivement, on voit ce type de choses, une homogénéisation. Par contre, il y a d'autres entreprises où ils ne s'intéressent qu'à des compétences ou à des capacités d'appréhension et de compréhension de nouvelles compétences qui permet effectivement d'attirer des profils, des personnalités. Et là, effectivement, on n'est pas dans l'homogénéisation. Troisième catégorie, c'est lorsque vous connaissez très très bien votre client et qu'il y a une relation de confiance, c'est-à-dire que le cabinet de recrutement ou l'agence de recrutement, etc., connaît très bien les problématiques, la logique de l'entreprise, on peut proposer en pushing des CV qui ne sont pas du tout dans la plaque, mais on leur dit vraiment cette personne présente des compétences, des savoir-faire et des savoir-être qui, je pense, pourraient vous intéresser. Donc effectivement, c'est une valeur en plus que peut apporter une entreprise extérieure. Et là, on peut arriver effectivement à des choses très diverses. C'est rare. Moi, je peux raconter une belle histoire. J'ai un de mes clients qui bosse dans la haute placement. Et donc, du coup, je rencontre fréquemment des cadres dirigeants qui ont plutôt entre 45 et 50 ans. Et alors, je ne vais pas donner ni le nom d'entreprise, ni le nom de la personne, mais en tout cas, c'est l'histoire d'une femme de plus de 50 ans qui, en début d'année ou la fin d'année dernière, se sentait à l'étroit sur un périmètre franco-français dans une grande boîte, leader d'assurance. Et voilà, ça n'avait pas de sens. Elle a pris le risque, elle a quitté la boîte sans rien. Et très, très rapidement, bien sûr, par une démarche réseau, en étant accompagnée, etc. Mais ça a été assez rapide. Et finalement, elle a retrouvé un poste dans une grande boîte, qui a pourtant des process, etc., dans une grande boîte avec beaucoup plus de responsabilités. Donc voilà, une femme de plus de 50 ans. Donc oui, il y a des belles histoires. Et j'en entends quand même comme ça. Alors, je fais le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure. C'est que peut-être que tu disais il y a 10 ans, c'était... et a priori, aujourd'hui, il y aurait quand même de belles histoires où on sort du cliché et du stéréotype. Voilà. Donc, bon. Après, j'ai quelques belles histoires comme ça à raconter. Je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de moyenne. Juste sur les clones, puisque dans le monde de la banque, c'était... Vous posez là sur les clones. Non, mais on a ce que je voulais dire en tout cas, c'est que le fait qu'on soit aussi sur des secteurs en tension aujourd'hui, je pensais pour les commerciaux, tout ce qui peut concerner aussi les métiers autour du digital et de l'informatique, ça nous oblige là aussi à nous ouvrir davantage et avoir des critères de recrutement qui sont moins standardisés que ce qu'on a pu connaître, que ce soit en âge, que ce soit en profil, que ce soit en diplôme. Ouais. Donc il y a aussi le marché qui nous oblige aujourd'hui à évoluer et à certainement accepter d'avoir un recrutement beaucoup plus diversifié. Oui, puis toute une communication autour, enfin il y a moins de tabous. Voilà. Anne-Juliette, tu voulais compléter? Non, en fait, c'était très clair. Parce que j'avais quelque chose à demander maintenant à Egan. Parce que quand on a... Et oui, c'est ton tour. C'était intéressant notre échange sur, OK, on a un super process de recrutement digital, tout va bien, c'est super, mais... C'était pas tant mais c'était et. C'était le et en fait. Et après. Et c'est vrai que le marié. Voilà, tu veux parler du marié ou de la mariée. Voilà, le lendemain de la nuit de noces. C'est vrai qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça vaut. Ça vaut des deux. Oui, elle m'a dit ça. Oui. Ça vaut des deux côtés, mais voilà, c'est vrai que souvent. On passe pas mal de temps à recruter les candidats en mêlant de plus en plus des choses qui sont assez innovantes, du physique, du digital. Et est-ce que derrière, on met autant de moyens pour les accompagner, pour les former, on parlait de skills, mais il y a aussi un savoir-être. Donc humainement, comment est-ce qu'on accueille les gens, comment est-ce qu'on leur fait une place dans les équipes. Tout ça, c'est hyper important aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. C'est un peu le premier jour du reste de notre vie. Ça ne s'arrête pas. On est content d'avoir des bons candidats, mais si on veut les garder, ça démarre en fait. C'est pas une fin en soi. Voilà, et ça, c'était la question que vous n'avez pas, mais je voulais vous la poser. J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Cette problématique, elle revient sur la transparence et la clarté des informations. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut savoir dire les choses. Et aujourd'hui, les candidats
Vous l'avez un peu dit, hein, les salaires, je pense, vont augmenter parce que les profils, on les a plus et qu'il va falloir s'habituer. On diversifie les clones, effectivement. On va chercher de nouveaux profils puisque les compétences n'existent pas. Et en fait, ils sont demandeurs et ils veulent savoir où est-ce que je mets les pieds. Et oui, on ne se réveille pas le lendemain matin en se disant elle était blonde hier, non, elle est brune maintenant. Voilà, c'est problématique. Et là-dessus, à nous de nous adapter et à être vraiment clair, transparent. Voilà, il y a les politiques, on parlera peut-être un petit peu de RSE, etc., qui sont importants, qui sont développés. Ça rentre clairement dedans. On ne fait pas du greenwashing. Si on y va, on y va vraiment. Et ça, ces informations-là, elles sont importantes aujourd'hui. C'est un autre débat, mais c'est en tout cas un défi important, puisque le recrutement est un vrai, on l'a dit, investissement financier, de temps, de ressources aussi au niveau RH. Donc, on a mené des enquêtes où on rappelait des candidats recrutés qui démissionnaient très rapidement, dans les 2 ou 3 mois qui suivaient leur recrutement. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un effort considérable à mener sur l'accueil, l'intégration. Mais ça touchait tous les sujets, les outils, ça touchait l'accueil dans l'équipe. Est-ce que j'ai vu mon manager dans un groupe comme BNP Paribas, est-ce qu'on m'a présenté l'ensemble finalement de l'activité, du périmètre international qui permet aussi de me projeter dans des parcours de carrière et certainement de motiver certains candidats. Donc ça reste un défi en tout cas et un gros travail à mener sur cette période d'intégration et d'accompagnement. Et là aussi, c'est quelque chose, à mon avis, qui reste encore à travailler. Un projet d'accueil des candidats, oui. Est-ce que c'est forcément pensé, réfléchi? On peut l'imaginer sur des grosses structures qui sont ici présentes, qui sont représentées. Sur les moyennes structures, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pensé aujourd'hui, globalement, qui n'est pas réfléchi. C'est du bricolage la plupart du temps, ce qui est vraiment très dommage et c'est d'ailleurs très étonnant. Je vais même plus loin, c'est l'accompagnement, le parrainage, ce qu'on pouvait voir à un moment donné dans l'industrie par exemple, où vous aviez un parrain durant 2-3 ans. Je pense à une entreprise comme Air Liquide par exemple, je connais très bien, où effectivement vous avez un parrain qui vous suit pendant 2 ou 3 années. Donc c'est effectivement la vision très industrielle sur ce type de choses. Je pense que de même sur les projets individuels de développement au travers de son travail dans les entreprises, il y a effectivement un travail considérable, absolument passionnant, et pour l'entreprise, pour ce qu'elle est, mais également les hommes et les femmes qui la constituent. Et effectivement de retrouver du sens pour son travail, à travers son travail, et trouver une forme d'épanouissement à travers son travail. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mariage, tout ça. Dominique, tu me faisais signe, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Moi, je suis interpellé par deux choses. Je voulais vous les faire partager et voir comment vous réagissez. Alors, une première remarque, c'est que j'ai le sentiment que parfois ce qu'on dit, et même ce que nous disons ce soir, on ne précise pas assez de qui on parle. C'est-à-dire quand on dit les candidats maintenant choisissent leur entreprise, moi je peux vous jurer qu'à Caen, quand Webhelp embauche, les candidats ne choisissent pas, ils font la queue, quoi. Depuis que Ouest France a publié l'annonce, ils sont levés, ils sont devant la porte. Donc je pense on parle des talents, on parle des hypos, on parle des machins. Enfin, je pense qu'il y a des populations qui ne sont pas toutes dans la même relation. Bon, ça c'est une remarque. Mais ce sur quoi je suis interpellé, c'est ces deux choses qui sont liées. La première, c'est que je me dis, on a commencé à dire, faut pas mettre les photos sur les CV parce que c'est discriminant. Bon, d'accord. Faut pas mettre l'adresse sur les CV parce que l'adresse c'est discriminant. Bon, d'accord. Faut pas mettre le nom ou le prénom parce que c'est discriminant. Bon, d'accord. Maintenant on dit on va plus non plus mettre le diplôme parce que c'est discriminant. Bon, d'accord.
Moi, je vous jure, j'ai été opéré 3 fois il y a 2 ans. J'espère que le gars qui m'a opéré, il est chirurgien, quoi. Vraiment, j'espère ça du fond de mon cœur. Bon. Alors, jusqu'où on va et pour qui? C'est ça, c'est mes questions. Quand une grande... longtemps traîné mes guêtres chez BNP Paribas, quand on embauche des consultants qui viennent de regroupes de KPMG, du BCG ou de je sais pas quoi, la première chose pour pas citer d'autres, la première chose qu'ils nous font, c'est des tartines, des diplômes des consultants qui nous envoient. Ils nous disent pas, ce gars-là, il est gentil et sociable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, donc ça, c'est jusqu'où on va et pour qui, pour quel profil. Puis une deuxième chose qui m'interpelle, qui est liée, hein, et on le rencontre beaucoup dans la tech, mais ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, c'est moi je redoute que quand on va vers le mou plutôt que le dur, c'est-à-dire vers la perception humaine, et c'est tout à fait important qu'on travaille avec des gens à qui on s'entende bien, néanmoins le risque, c'est que plus on diminue l'objectif pour aller vers du subjectif, plus on arrive vers de la perception, celui-là je l'aime bien, et le celui-là je l'aime bien, en général c'est quelqu'un qui me ressemble. Et la tech française, je suis au club 21e siècle, ceux qui le savent, la tech française c'est quand même un repère de mecs blancs, haut diplômés qui habitent le 11e arrondissement, quoi. Bon, donc, voilà, moi je me dis que peut-être il y a des... Employer le mot risque, ouais, peut-être qu'il y a des sujets là. Je ne sais pas la réponse. Hein. Paul, là, c'est sûr. Oui, mais Paul, il m'en a... Paul, quand il est arrivé tout à l'heure, il a commencé à me parler de ça. Donc... Oui, non, alors on y va. Il y a 2 choses dans l'interpellation de Dominique, et merci de ces interventions. Je vais commencer par la dernière. Oui, effectivement, c'est le risque effectivement, de mimétisme. Moi, je prends toujours un exemple un peu provocateur. C'est que combien d'entreprises je connais ou que nous connaissons où il y a effectivement un comité de direction, où il y a des femmes de couleur, par exemple. Levez la main. Bon, moi, j'en connais pas. Alors, c'est... Ouais, bon. Oui, bon, mais bon, voilà. Alors après, c'est effectivement. Tout à l'heure, on donnait les exemples sur la parité. Par exemple, cette parité n'est pas respectée aujourd'hui. Elle le sera du fait qu'effectivement, les jeunes femmes font des études aussi brillantes que des hommes et vont de facto se retrouver à des postes de direction au fur et à mesure. Bien évidemment, il y a des freins encore aujourd'hui, diverses et variés, hélas. Moi, je suis plutôt convaincu qu'effectivement, ils vont aller en diminuant. Voilà, diminuer. Ça ne veut pas dire disparaître. Ça, c'est une première chose. Il y a encore effectivement toujours ce risque de mimétisme et de subjectivité vis-à-vis des individus. Il est sympa, donc j'excuse, je ferme les yeux, etc. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier de mettre des paramètres, des passages obligés. On peut toujours valider les compétences, les objectifs atteints, etc., malgré le fait qu'effectivement, on a fait un recrutement différent. Bon. Sur la première question que tu poses, et je sais que tu es extrêmement attaché, tu connais mon attachement puisqu'on a déjà longuement parlé, et j'ai commencé mon intervention là-dessus concernant les 3 types, à mes yeux, de recrutement. Le recrutement de masse, qui a le principe d'exister, et tant mieux qu'il existe. Et les 2 autres recrutements, à savoir classiques entre guillemets et plus technologiques. Sur le premier, ça représente et ça regroupe effectivement le plus grand nombre. Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai entendu un président de la République française qui, l'autre jour, disait à un jeune qui venait à une journée du patrimoine qui faisait l'effort, et il s'est fait tirer. Bon, bref, je vais être désagréable. Mais à un moment donné, alors... c'est ça. La problématique, c'est effectivement sur ces recrutements de masse, il y a beaucoup de candidats pour peu de places. C'est un problème de formation, c'est un problème de suivi. Ça va hélas dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des entreprises, elles ont 10 places, et puis il y a 50 candidats, il faut faire des choix. Et c'est très compliqué, c'est très désagréable. Et d'un autre côté, vous avez parfois 10 places, il y a 15 personnes qui doivent venir,
et il y en a 8 qui viennent seulement. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 15 et 8? Il y en a 7 qui ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? J'ai fait du recrutement de masse, hein, donc je sais ce que c'est. Et j'ai appelé ces personnes en leur disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas venus ?» Et la personne me disait « Mais monsieur, entre il y a 2 jours et aujourd'hui, j'ai une boîte d'intérim qui m'a proposé, mais c'est très bien l'intérim, hein, c'est pas... il y a une boîte d'intérim qui m'a proposé un job pour 6 mois et c'est payé, au lieu de 10 €, c'est 10,20 €. Vous comprenez, monsieur, 10,20 €, je préfère 10,20 € que 10 €. La personne a raison de réagir comme ça. Pourquoi ? Parce que de toute façon, hélas, moi c'est mon analyse, elle est juste ou injuste, peu importe, elle est considérée comme un objet, c'est l'ubérisation du travail. Et à un moment donné, elle est considérée comme cela, et donc elle agit en fonction de ses propres intérêts. Donc, d'où la très grande difficulté. Et bien évidemment, quand on voit ce type de choses, on est très éloigné des modes de recrutement sur des cadres moyens, supérieurs, de nouvelles technologies dont on a évoqué. Mais oui, mais parce que y a de tout dans les métiers, etc. Alors, on accepte ou on n'accepte pas cette idée, et c'est effectivement très difficile. Je reprends il y a 50 ans ou il y a 30 ans, il y avait des ouvriers et des cadres. Et aujourd'hui, on se retrouve un retour des classes sociales. C'est un constat. Philippe? Moi, sur la remarque de Dominique, c'est vrai que le fait d'être plus souple aujourd'hui sur les diplômes, ça concerne effectivement une catégorie de recrutement qui sont surtout des commerciaux et des recrutements de masse. Et là, en matière de soft skills, on va chercher autre chose qu'il est gentil, sympa, etc. On est vraiment, moi j'ai le souvenir là d'un candidat, ils ont tous à peu près le même diplôme, donc voilà, au bout d'un moment, il était arbitre de foot, il avait 25 ans. Faut savoir aujourd'hui le courage qu'il faut d'aller arbitrer dans certains quartiers le dimanche où c'est les parents qui vont même rentrer sur le terrain pour taper sur l'arbitre. Il a 50 € de défraiement et à 25 ans, on est plutôt admiratif des exploits de Ronaldo ou de Neymar que d'être un arbitre de foot. Dans l'entretien, ça a compté et finalement, on est allé sur cette expérience de vie. Et on a compris que être arbitre de foot, il faut avoir une bonne maîtrise de soi, il faut être diplomate, il faut avoir de l'autorité. Voilà, donc et puis c'est quelqu'un qui permet aussi, qui protège et qui permet de voir finalement une belle rencontre de foot, sans que ça dégénère. Donc c'est ça, mais c'est encore une fois, on était sur des profils commerciaux. Et là où tu as raison, c'est que pour des postes d'experts, aujourd'hui, le réseau, la cooptation, donc des gens aussi qui se ressemblent, c'est ce qui fonctionne quasiment le mieux. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, accepter en tout cas d'assouplir la valeur du diplôme, c'est parce qu'on est dans des difficultés pour recruter sur certains types de postes. Et c'est aussi parce qu'on se rend compte que les expériences de vie ou certaines compétences liées au parcours, à l'expérience personnelle, seront en tout cas tout à fait intéressantes dans l'exercice du métier. Je vais essayer de répondre à la première question qui était de dire on ne demande plus les compétences, on ne demande plus rien. Mais c'est la première étape du recrutement. En fait, cette étape-là, elle vient après. C'est pour ça que je réinsistais sur le côté humain. La digitalisation va accélérer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses dont on a discuté ce soir. On a parlé de la prise de décision d'une entreprise qui peut mettre 2 mois parce qu'il faut X, Y personnes valides. Le candidat, il ne comprend pas. Il a postulé, son CV a été reçu extrêmement rapidement et on va lui mettre 2 semaines à lui répondre et on n'est pas capable de lui apporter une réponse. La génération Y, les millennials, dans leur comportement et le comportement qu'ils attendent des entreprises, ils attendent le même comportement. Donc de l'agilité, de la flexibilité et d'une réponse rapide. Donc sur la digitalisation, effectivement, Pôle emploi aussi expérimente. Et Pôle emploi nous demande aujourd'hui, ils sont en train de sortir des produits où le nom, le prénom y est à peine et 3 soft skills, aucune compétence. Et les personnes vont candidater comme ça. Donc il faut s'adapter. Ça veut dire que nous, on est en train de former chez nous nos recruteurs en leur disant aujourd'hui, vous aviez un maximum d'informations, vous aviez tout un tas le profilage était extrêmement précis. Ce profilage va diminuer. Vous allez avoir des candidats en masse. Bon, ça reste, effectivement, on est sur une population de recrutement de masse. On va avoir beaucoup plus de personnes qui vont postuler, qui vont candidater. Après, le recruteur va avoir un gros travail
de recrutement. Enfin, il va retrouver, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il est en train de récupérer le travail qu'on lui a un petit peu enlevé avec la digitalisation pendant un moment. Là, on va lui redonner, ben voilà, tu vas avoir la personne en face de toi et on va discuter et on va valider tes contrôles, on va faire du contrôle de référence et on va valider. Donc le chirurgien, il est capable de vous opérer. Il n'y a pas de problème. Bon, après, ça dépend. Hein. Anne-Juliette. Oui, juste pour terminer sur cette question, jusqu'où on va côté Accenture avec cette expérience Gochaba? Juste pour repréciser, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit qui on recrutait. On recrute au travers de cette expérience des personnes qui sont pour être analystes chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils commencent le métier de consultant. Donc c'est des jeunes diplômés s'ils ont été diplômés, ou en tout cas c'est un niveau d'études minimum. Et donc on ne cherche pas l'expert au travers de cette expérience. Nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui ont non pas des compétences acquises, mais la capacité ou le potentiel à acquérir des compétences. Et donc on est vraiment tourné vers le potentiel plus que vers les compétences sur cette expérience-là. Voilà, c'était juste pour repréciser. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus, j'échangeais, je discutais avec le CEO DRH de Mazars, voilà, et il me disait exactement la même chose. Dis-moi, aujourd'hui, quand on recrute dans nos process de recrutement, on essaie d'aller vers le potentiel, parce que si je recrute des clones, finalement, qui font tous la même chose, ils vont pas forcément... D'abord, ils vont être tout en concurrence et je vais ramer pour recruter. Du coup, je vais aller recruter carrément d'autres profils, mais des gens qui ont envie d'apprendre. Voilà. Donc, effectivement, en tout cas, dans ce métier de consulting, hein, je crois qu'il y a cette tendance. Alors, j'ai une dernière question en guise de conclusion. Hein. Finalement, comment vous voyez, là, vous pouvez vous projeter. Hein. C'est quoi ce futur, finalement, du monde du recrutement? C'est quoi le futur métier du recruteur? Et puis, comment vous voyez le recrutement dans les 10, 20 ans à venir? Pour moi, alors c'est ma vision personnelle, hein, le recrutement, c'est vraiment un des leviers clés, en tout cas de ce qu'on cherche à faire chez Accenture, comme levier de transformation, de la transformation culturelle de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure du 50-50 en termes de diversité homme-femme, c'est un des leviers clés. Je parlais à l'instant de potentiel, et donc de potentiel pour développer des nouvelles compétences. Nous, on est sur une entreprise qui a différents métiers. On en a 5. On n'a pas que le consulting. On fait de l'outsourcing, on fait du digital, on fait de la technologie. On opère énormément de choses et on est nous-mêmes disruptés en permanence par le monde qui se transforme. Donc on a vraiment besoin de gens qui suivent cette transformation et qui nous aident à tenir le choc et à évoluer plus vite même que cette transformation. Donc la clé, c'est bien entendu les personnes qui vont progressivement devenir les leaders de demain chez nous. Et donc, c'est le recrutement, c'est le levier de notre transformation culturelle. Merci. Et non, je pense que le recrutement va s'accélérer, il va être de plus en plus important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plus en plus, et ça faisait longtemps que je n'en avais pas entendu parler, de marque employeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour bien présenter son entreprise, pour donner envie? On sait que c'est la clé qui va permettre d'être différent, d'attirer des talents, d'attirer des experts. On a parlé de talents, d'experts. Et il va falloir être très vigilant. Les outils nous permettent d'accélérer aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui sur la digitalisation, d'accélérer le recrutement, d'améliorer la productivité, d'être plus efficace, plus rapide. Donc autant profiter de cet élan que la technologie nous amène pour nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, et véritablement la rencontre d'un candidat et d'une entreprise, et savoir si ça matche ou si ça ne matche pas. Vous pouvez avoir les meilleures compétences, ça c'est des exemples que je prends souvent. Il y a des compétences qui existent, mais qui ne collent pas avec une culture d'entreprise. Et ça, il faut savoir le détailler. C'est quelque chose de très complexe dans le métier du recrutement, de pouvoir dire, cette personne-là, je peux la déléguer, je peux la recruter pour telle entreprise. Mais c'est vraiment un facteur clé sur lequel il va falloir être très attentif pour justement construire l'entreprise de demain. Ce sont le potentiel et c'est l'entreprise de demain. Alors, pour compléter, parce que je partage ce qui a été dit, je vais plutôt m'intéresser aux recruteurs de demain. Pour moi, le recruteur de demain, il sera toujours là. Il disposera, il en a déjà aujourd'hui beaucoup de données, de data, d'algorithmes.
qui vont pouvoir en tout cas lui permettre d'améliorer ce processus de recrutement, mais il faudra aussi qu'il soit visionnaire, mieux anticiper aujourd'hui les métiers de demain. Et je reconnais que parfois ça a été en tout cas un point faible, et aujourd'hui on est dans des difficultés à recruter les bonnes compétences sur des métiers qui évoluent très vite. Donc être visionnaire sur l'évolution en tout cas de ces métiers, analyste, parce qu'avec toutes ces données, ces datas, encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de les utiliser à bon escient pour un recrutement efficace, plus court, qui soit aussi, pour le candidat aussi, positif. Il faudra aussi qu'il soit, en tout cas, on l'a évoqué, prédictif, qu'il ait aussi cette capacité à détecter des talents, des potentiels, beaucoup plus que ce qu'on faisait jusqu'à présent, d'essayer d'avoir un candidat prêt à l'emploi. Ça me paraît important. Et enfin, quatrième compétence pour ces recruteurs, qu'ils soient humains, parce que ça me semble vraiment important, et qui développent les partenariats qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont des partenariats qui nous aident à sortir de nos habitudes, d'éviter le clonage et de pouvoir aussi remplir des objectifs, je suis assez d'accord, d'engagement là aussi en matière d'égalité femmes-hommes et de diversité. Non, c'est pas juste là. J'ai entendu un bruit agréable, c'est pour ça. Mais ce que j'entendais à ma droite était très agréable. Bravo Franck. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'ont dit mes petits camarades précédemment. Plusieurs choses. À mes yeux, il va y avoir une diminution des actifs. Donc à un moment donné, on va se retrouver en tension sur un certain nombre de métiers. Il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui apparaissent et d'autres qui vont disparaître. Et je reviens sur mon recrutement de masse et je salue Dominique d'avance pour faire ce rappel régulier des différentes présentations. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui sont caissiers ou caissières. On sait très bien que les caisses et les caissiers-caissières vont disparaître, enfin leur métier vont disparaître de façon drastique. Que vont faire ces personnes ? Je n'ai pas la réponse. Les chauffeurs-livreurs avec les voitures, les camions automatiques, etc., qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? Je n'ai pas la réponse. C'est une vraie problématique à mes yeux. On aura toujours besoin de personnes pour faire des choses très matérielles, etc., mais le passage entre ces métiers et les prochains, il y aura un laps de temps donné. Donc ça, c'est une vraie problématique. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Concernant les nouveaux métiers, il y aura également des nouveaux statuts. Aujourd'hui, il y a un CDI. Vous voulez acheter une maison, un cheval ou une voiture, je ne sais pas quoi. Vous allez dans une banque, vous demandez à ce qu'on vous prête de l'argent. Il faut un CDI dans une bonne entreprise et 2 ans d'expérience. Quid des CDD, quid des personnes qui sont en intérim, quid des personnes qui sont indépendantes. Il y a une évolution, le RSI a disparu et tout le monde est à peu près à la sécurité sociale. Bon, il y a un ralentissement, mais je pense que tout le monde sera à peu près au même niveau de protection sociale. Et on peut espérer que les banques, par exemple, effectivement, prêteront de l'argent à tout le monde, etc. Bon, mais ça veut dire, effectivement, problème de statut. Troisième chose, je pense que les entreprises délégueront de plus en plus des missions et de recrutement, mais également de tout ce qui est en amont du recrutement, c'est-à-dire compréhension de l'entreprise, de ses besoins et donc de ses besoins en recrutement. Et il y aura une suite également en délégation d'une façon ou d'une autre sur le suivi et l'intégration des nouveaux candidats, candidates. Le parrainage, la mise en place de projets de parrainage, etc.